Au cœur de l'histoire japonaise, il existe une figure qui captive l'imagination comme aucune autre, le ninja. Entourés de mystères, les ninjas sont souvent décrits comme des maîtres des ombres, capables de prouesses surhumaines. Mais que sait-on réellement d'eux? Comment ces guerriers invisibles ont-ils façonné le cours du Japon féodal et gravé leur nom dans l'histoire? L'intérêt mondial pour les ninjas n'est pas nouveau. Des pages de livres et de bandes dessinées aux écrans de cinéma et de jeux vidéo, ils ont été élevés au rang de légende. Cependant, la réalité des ninjas est tout aussi fascinante que leur représentation dans la culture pop. Ce n'étaient pas seulement des guerriers talentueux, mais aussi de brillants stratèges qui utilisaient autant leur intellect que leurs armes. Sa force réside dans sa capacité à opérer en dehors des conventions, remettant en cause l'ordre établi en temps de guerre. Les ninjas sont apparus à une époque de grands conflits, lorsque le Japon était une mosaïque de fiefs en guerre constante. Durant la période Sengoku, la lutte pour le pouvoir était si féroce que les stratégies traditionnelles échouaient souvent. C'est dans ce contexte que les ninjas se sont démarqués. Alors que les samouraïs suivaient un code de conduite strict, les ninjas opéraient dans un monde de pragmatisme et d'efficacité. Ils étaient passés maîtres dans l'espionnage, le sabotage et la guérilla, accomplissant des missions qui demandaient du courage, de l'intelligence et une dose d'audace. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons en profondeur les secrets du ninjutsu, l'art martial des ninjas, et comment ils sont devenus des figures indispensables sur le champ de bataille et au-delà. Nous dévoilerons non seulement leurs techniques et leurs armes, mais aussi leurs origines, leur entraînement et l'impact qu'ils ont laissé dans l'histoire. L'histoire des ninjas commence dans un Japon divisé, où l'instabilité politique et les rivalités entre querelles ont créé l'environnement idéal pour l'émergence de ces guerriers de l'ombre. Bien que leurs origines exactes restent entourées de mystères, les ninjas ou shinobi seraient apparus comme une réponse pratique aux besoins d'espionnage et d'infiltration dans une période de conflit croissant. C'est au début de la période Kamakura, au XIIe siècle, que les premiers rapports sur les activités des ninjas ont commencé à apparaître. À cette époque, le Japon vivait sous un régime shogunat, où le pouvoir était centralisé entre les mains d'un shogun, et les conflits entre seigneurs féodaux, les daimyos, se multipliaient. Cette tourmente a donné naissance à une nouvelle classe d'agents qui travaillaient dans l'ombre pour obtenir des informations vitales, saboter les ennemis et mener à bien des missions d'assassinat. Initialement, les ninjas étaient recrutés dans les classes sociales inférieures, comme les paysans et les artisans, contrairement aux samouraïs qui appartenaient à l'élite guerrière. Ces individus ont été formés pour se fondre dans la population commune et assumer diverses identités, des marchands aux moines. Cette capacité à disparaître à la vue de tous était l'une des caractéristiques les plus remarquables des premiers ninjas, qui devint rapidement un outil indispensable pour les daimyo les plus ambitieux. Deux clans se sont démarqués dans l'histoire des ninjas, les Iga et les Koga. Situés dans des régions montagneuses et difficiles d'accès, ces clans développèrent des techniques d'espionnage et de combat uniques. L'isolement géographique des provinces d'Iga et de Koga a permis à ces communautés d'affiner leurs pratiques en secret, devenant de véritables écoles de ninjutsu. Tandis que le clan Iga explorait les terrains accidentés pour créer des méthodes d'infiltration silencieuses, le clan Koga profitait des rivières et des zones humides pour développer des techniques de sabotage. La vie en temps de guerre était une adaptation constante et les ninjas intégraient cette philosophie dans leur entraînement. Durant la période Sengoku, des siècles plus tard, les compétences de ces guerriers seront encore plus recherchées, renforçant ainsi leur importance dans l'histoire militaire japonaise. Bien que souvent considérés comme des personnages secondaires par rapport aux samouraïs, les ninjas étaient essentiels pour équilibrer les jeux de pouvoir dans le Japon féodal. Leur capacité à opérer dans l'ombre et à transformer leurs faiblesses en opportunités leur a conféré un rôle unique dans l'histoire, faisant d'eux une force à craindre et à respecter. Alors que le mot « ninja » est largement utilisé en Occident pour décrire ces guerriers de l'ombre, dans le Japon féodal, le terme le plus courant était « shinobi ». Les deux termes ont des racines dans la langue japonaise et partagent des significations similaires, mais leurs nuances offrent un aperçu intéressant du rôle de ces agents secrets. Le mot « shinobi » dérive du verbe japonais « shinobu » qui signifie « cacher » ou « supporter ». Cette signification reflète fidèlement l'essence du travail des ninjas, qui devaient se cacher parmi les foules ou dans des environnements hostiles, en plus d'endurer une pression physique et psychologique extrême pour mener à bien leur mission. Le terme « ninja » est apparu plus tard, étant une lecture différente des mêmes caractères chinois qui composent le shinobi,
Renjei. Il a été popularisé en dehors du Japon, principalement grâce à la littérature et à la culture pop, au cours du XXe siècle. Dans le Japon ancien, l'utilisation du terme shinobi indiquait la reconnaissance du rôle pratique et stratégique de ces agents. Ils n'étaient pas considérés comme des guerriers traditionnels, mais comme des outils de guerre essentiellement fonctionnels. Le terme ninja a une connotation plus moderne et dans de nombreux cas romancée, évoquant des images de super-héros furtifs dotés de capacités presque magiques. Il est important de comprendre que le choix du terme lui-même reflète l'époque et le contexte dans lequel il a été utilisé. Alors que shinobi était un terme utilisé pour décrire un travail pratique et même méprisé par beaucoup, ninja résume la fascination contemporaine par sa mystique et son mystère. Cette différence rappelle à quel point l'histoire et la culture populaire ont façonné notre perception de ces guerriers énigmatiques. Les ninjas n'étaient pas seulement des guerriers talentueux, mais aussi des maîtres dans un type de guerre qui transcendait le champ de bataille, la guerre psychologique et stratégique. Ils étaient entraînés à exploiter toutes les faiblesses de l'ennemi, en utilisant des techniques d'espionnage et de sabotage qui exigeaient de la patience, de l'intelligence et une maîtrise absolue de la furtivité. L'une des capacités les plus impressionnantes des ninjas était leur capacité à infiltrer les châteaux et les forteresses. Contrairement aux samouraïs, qui s'appuyaient souvent sur la confrontation directe, les ninjas utilisaient des subterfuges pour atteindre leurs objectifs. Les déguisements étaient indispensables pour cela. Un ninja pouvait se faire passer pour un marchand, un moine ou même un simple serviteur, accédant ainsi à des zones interdites sans éveiller les soupçons. Le choix du déguisement a été minutieusement planifié pour s'adapter à l'environnement et aux coutumes locales. Une fois infiltrés, les ninjas utilisaient divers outils pour déstabiliser leurs cibles. Il était courant qu'ils sabotent les systèmes d'approvisionnement tels que les sources d'eau ou les magasins de nourriture. Cela a non seulement affaibli les armées ennemies, mais a également provoqué le désespoir et la confusion. Ils pourraient empoisonner des puits, incendier des bâtiments stratégiques ou même semer la désinformation parmi les alliés de l'ennemi, créant ainsi des divisions internes compromettant les opérations militaires. Une autre tactique notable était l'élimination des dirigeants. Les missions d'assassinat étaient dangereuses et exigeaient de la précision. Un ninja devait étudier attentivement les habitudes de sa cible, comprendre les normes de sécurité et trouver le moment idéal pour attaquer. Ces missions ont non seulement éloigné des personnages clés du champ de bataille, mais ont également miné le moral des troupes adverses, qui considéraient souvent ces morts comme des actes de terreur divine. La période Sengoku était une époque d'intense activité ninja. À mesure que les rivalités entre daimyos s'intensifiaient, la demande pour leurs compétences augmentait. Certaines opérations sont devenues si célèbres qu'elles sont devenues des légendes. Par exemple, il existe des récits de ninjas qui ont envahi des châteaux ennemis pendant la nuit, utilisant des crochets et des cordes pour escalader les murs, tandis que d'autres se sont infiltrés en tant que serviteurs et ont mis le feu aux portes pour permettre l'entrée des armées alliées. L'ingéniosité des ninjas s'étendait également aux outils qu'ils utilisaient lors de leur mission. Des bombes fumigènes, par exemple, ont été utilisées pour créer la confusion et faciliter la sortie de situations dangereuses. D'autres dispositifs, tels que les makibishi, petits objets pointus répandus sur le sol pour blesser les poursuivants, démontrent la réflexion stratégique derrière chaque action ninja. Ces tactiques étaient si efficaces qu'elles transformaient les ninjas en une menace constante pour les seigneurs féodaux. Ils étaient craints non seulement pour leur capacité à tuer, mais aussi pour leur capacité à déstabiliser des armées entières sans jamais être repérés. Cette combinaison de furtivité et d'efficacité les a placés à un niveau unique sur le champ de bataille, créant une réputation qui persiste encore aujourd'hui. Pour les ninjas, la préparation commençait très tôt, souvent dès l'enfance, et englobait bien plus que le simple combat physique. L'entraînement ninja était un voyage complet du corps, de l'esprit et de l'esprit, conçu pour transformer les individus ordinaires en maîtres de la furtivité et de la survie. La première étape de l'entraînement concernait le développement physique. Les enfants apprenaient à grimper aux arbres, aux murs et aux falaises avec dextérité, compétences qui seraient cruciales pour les infiltrations et les évasions rapides. Des exercices intenses d'équilibre et de coordination garantissaient que même sur un terrain instable ou des surfaces étroites, les ninjas conservaient le contrôle total de leurs mouvements. De plus, les techniques d'endurance, telles que supporter des conditions météorologiques extrêmes ou de longues périodes sans nourriture ni eau, étaient fondamentales pour les missions de longue durée
dans des environnements hostiles. La furtivité était un autre pilier essentiel de l'entraînement. Les ninjas pratiquaient ce qu'on appelle le shinobi haruki, ou sipa de ninja, une façon de marcher silencieusement, répartissant uniformément le poids de leur corps pour éviter les sons qui trahiraient leur présence. Ils ont également appris à contrôler leur respiration pour rester calmes dans des situations dangereuses, et même à cacher leurs battements de cœur lorsqu'ils sont poursuivis. La composante mentale de la formation était tout aussi rigoureuse. Les ninjas devaient être des maîtres en observation et en analyse. Ils ont étudié le comportement humain pour prédire les réactions et trouver des failles dans les systèmes de sécurité. De plus, ils ont appris les dialectes et les accents régionaux pour se fondre facilement dans n'importe quelle communauté. La capacité d'adaptation culturelle était l'une de ces armes les plus puissantes. La spiritualité a également joué un rôle important. De nombreux ninjas pratiquèrent la méditation pour améliorer leur concentration et leur clarté mentale. Une technique célèbre était le kujikiri, ou coupe des 9 syllabes, qui impliquait des gestes symboliques de la main pour évoquer des éléments tels que le feu, l'eau et le vent. Cette pratique aidait les ninjas à concentrer leur esprit et à renforcer leur détermination, en particulier lors de missions dangereuses. En plus de l'entraînement physique et mental, les ninjas apprenaient à utiliser l'environnement à leur avantage. Ils ont appris à créer des pièges improvisés, tels que des trous camouflés ou des systèmes d'alarme rudimentaires, en utilisant les éléments naturels qui les entourent. Ce lien avec l'environnement était crucial, car il leur permettait d'opérer en parfaite harmonie avec les scénarios dans lesquels ils étaient insérés. Même si l'entraînement des ninjas était incroyablement exigeant, il était également très flexible. Chaque individu a été formé pour explorer ses forces personnelles et surmonter ses faiblesses, ce qui rendait chaque ninja unique dans ses capacités. Cette approche personnalisée maximisait le potentiel de chaque agent, garantissant qu'ils étaient des outils très efficaces pour leur clan. Après des années de préparation, les ninjas n'étaient pas seulement des guerriers talentueux, c'étaient des stratèges accomplis, capables d'improviser et de s'adapter à n'importe quelle situation. Cette formation est le secret de ses incroyables exploits et la base de son héritage qui fascine encore le monde moderne. Parmi les nombreuses compétences qui définissaient les ninjas, le taijutsu, ou technique corporelle, était l'une des plus essentielles. Alors que les techniques d'espionnage et de furtivité permettaient aux ninjas de s'approcher de leur cible sans être détectés, le taijutsu garantissait qu'ils pouvaient se défendre ou neutraliser leurs ennemis en combat direct, même sans armes. Le taijutsu n'était pas un art martial ordinaire. Il a été conçu pour être efficace dans des situations de vie ou de mort. Inspiré des styles traditionnels tels que le jujitsu et l'aïkido, et adapté aux besoins des ninjas, le taijutsu s'est concentré sur l'utilisation du corps entier comme une arme. Cela comprenait l'utilisation de frappes rapides, de rebondissements conjoints et de mises au sol stratégiques pour désarmer ou neutraliser rapidement et efficacement l'adversaire. La philosophie du taijutsu était simple, l'efficacité avant tout. Contrairement à de nombreux arts martiaux traditionnels qui mettaient l'accent sur des combats prolongés et des techniques chorégraphiées, le taijutsu cherchait à mettre fin à la confrontation le plus rapidement possible. Des frappes visant des points vitaux, tels que le cou, les articulations et le diaphragme, ont été entraînées à plusieurs reprises pour garantir précision et force dans chaque mouvement. De plus, le taijutsu ne reposait pas uniquement sur la force brute. Il a enseigné aux ninjas comment utiliser l'énergie et l'élan de leur adversaire contre eux. Par exemple, une attaque à l'épée pourrait être déviée avec un minimum de mouvement, permettant aux ninjas d'être dans une position avantageuse pour contre-attaquer. Cette maîtrise du déroulement du combat était l'une des marques de fabrique des ninjas dans les situations d'affrontement direct. L'entraînement au taijutsu comprenait également des techniques de défense dans des espaces confinés, tels que des couloirs et des petites pièces, où les mouvements étaient limités. Dans ces situations, les ninjas devaient utiliser des frappes courtes et précises qui nécessitaient un contrôle absolu du corps. Cette capacité était particulièrement utile lors d'infiltrations ou lorsqu'il était acculé lors de missions. Bien que le taijutsu soit essentiellement une technique de combat à main nue, il était souvent associé à l'utilisation d'armes légères telles que les shurikens et les kunai. Cette intégration a permis aux ninjas d'être encore plus polyvalents, alternant attaque corporelle et utilisation d'armes selon la situation. Sur le champ de bataille, le taijutsu était un outil crucial qui différenciait les ninjas des guerriers traditionnels. Alors que les samouraïs comptaient sur leurs épées et leurs armures, les ninjas se distinguaient par leur agilité,
et leur capacité à transformer n'importe quelle situation en opportunité de victoire. S'il y a bien une chose qui renforce l'image légendaire des ninjas, c'est bien le vaste arsenal d'armes ingénieuses qu'ils utilisaient. Plus que des instruments de combat, ces armes étaient des extensions de leur stratégie furtive, conçues pour provoquer un impact maximum avec un minimum d'effort. Les ninjas étaient un passé maître dans l'art de lancer des armes, comme les célèbres shurikens. Bien que souvent décrites comme mortelles dans les films, ces petites lames de lancement étaient principalement utilisées pour distraire ou blesser légèrement l'ennemi, créant ainsi une ouverture pour une fuite ou une attaque ultérieure. Aux côtés des shurikens se trouvaient les kunai, des couteaux polyvalents qui pouvaient être utilisés à la fois comme outil et comme arme. Les ninjas lançaient des kunai avec précision, visant souvent les parties vulnérables du corps, comme les mains ou le visage, pour désorienter l'adversaire. En combat rapproché, les ninjas s'appuyaient sur des armes polyvalentes telles que le kusarigama. Cette combinaison d'une petite faux attachée à une chaîne lestée à l'extrémité opposée était extrêmement difficile à combattre. Le poids sur la chaîne pouvait être balancé pour désarmer l'adversaire ou l'envelopper, tandis que la lame de la faux offrait une option mortelle à courte distance. Bien que difficile à maîtriser, le kusarigama était une arme dévastatrice entre les mains d'un ninja expérimenté. Une autre arme populaire était le tekokagi, un type de griffe métallique porté au poing. Parfait pour le combat au corps à corps, le tekokagi offrait une protection supplémentaire pour les mains tout en augmentant les dégâts des coups. Ces appareils ont non seulement élargi les capacités offensives du ninja, mais ont également intimidé les adversaires dans des situations de combat direct. L'arsenal des ninjas comprenait une série d'outils créés spécifiquement pour les missions de sabotage. Les makibishi, par exemple, étaient de petits objets pointus que les ninjas étalèrent sur le sol lors des poursuites. Presque invisibles dans l'obscurité, ces pointes blessaient gravement tous ceux qui marchèrent dessus, notamment les chevaux, ralentissant ainsi leurs poursuivants. Un autre outil ingénieux était la bombe fumigène, utilisée pour créer de la confusion et permettre aux ninjas d'échapper à des situations dangereuses. Ces bombes étaient fabriquées avec des matériaux simples, comme de la poudre à canon, mélangée à des agents produisant d'épais nuages de fumée. Ils transformèrent les ninjas en personnages fantomatiques, disparaissant au milieu de l'action. Contrairement à la croyance populaire, les épées ninja connues sous le nom de ninjato n'ont pas été conçues pour des duels élégants, mais pour l'efficacité. Contrairement au katana des samouraïs, le ninjato avait une lame plus courte et généralement droite, idéale pour les attaques rapides et pour une utilisation dans des espaces confinés. De plus, son fourreau était multifonctionnel. Il pouvait être utilisé comme tuba lors des traversées d'eau ou pour stocker des objets tels que des poisons et de la poudre à canon. De nombreux ninjas utilisaient également des épées traditionnelles, comme le wakizashi, une lame courte qui offrait des avantages dans les environnements restreints. Même désavantagés en termes d'armes, les ninjas adaptaient leur stratégie pour vaincre des ennemis mieux équipés. En plus de leurs armes traditionnelles, les ninjas étaient réputés pour transformer des objets ordinaires en outils mortels. Un simple bâton pouvait cacher des lames rétractables, tandis que des objets du quotidien comme des cordes et des crochets étaient utilisés pour créer des pièges improvisés. Ces armes étaient non seulement le reflet de la créativité des ninjas, mais aussi de la philosophie qui guidait leur approche du combat. Pour eux, tout ce qui est à leur portée peut se transformer en un avantage stratégique. Finalement, les ninjas ont compris que la peur était une arme puissante. Ils portaient souvent des déguisements ou des masques intimidants pour démoraliser leurs ennemis avant même le combat. Les histoires de leurs exploits extraordinaires se répandirent rapidement, souvent amplifiées par les ninjas eux-mêmes pour s'assurer que leur réputation précède leur arrivée. L'arsenal varié des ninjas n'était pas seulement une collection d'outils, c'était la manifestation de sa philosophie d'efficacité et d'adaptabilité. Avec ces armes, ils ont pu transformer les inconvénients en avantages, redéfinissant ainsi le sens du pouvoir sur le champ de bataille. Parmi les différents groupes de ninjas qui opéraient au cours du Japon féodal, les clans Iga et Koga se distinguaient comme les plus notables et les plus influents. Situés dans des régions isolées et stratégiquement favorables, ces clans ont transformé leurs terres en véritables centres de formation et d'innovation dans l'utilisation du ninjutsu. Le clan Iga, situé dans une zone montagneuse difficile d'accès, a profité de la géographie pour peaufiner ses techniques d'infiltration et de survie. Ses membres étaient experts dans l'art d'utiliser l'environnement à leur avantage, se cachant dans des forêts denses et profitant des terrains accidentés pour échapper à leurs poursuivants.
Cet isolement permettait également de garder leurs pratiques secrètes, à l'abri de la curiosité des rivaux et du contrôle des seigneurs féodaux. De l'autre, le clan Koga, établi dans une région riche en rivières et en zones humides, a développé un style d'espionnage et de sabotage, utilisant intensivement les ressources naturelles locales. Leur méthode d'infiltration était tout aussi efficace, mais souvent adaptée aux conditions spécifiques de leur territoire. La rivalité entre les clans Iga et Koga était féroce, et leurs conflits internes aboutissaient souvent à de véritables guerres secrètes, avec des embuscades et des affrontements dans l'ombre. Ces deux clans non seulement se faisaient de concurrence, mais devinrent également les principaux fournisseurs de ninjas des seigneurs féodaux de la période Sengoku. Sa réputation était si grande que beaucoup pensaient qu'un ninja Iga ou Koga était synonyme de mission réussie. Cette renommée a fait des clans des cibles d'autres groupes et même du shogunat Tokugawa, qui cherchait à contrôler ou éliminer ces communautés pour éviter les menaces contre leur régime. La survie et la prospérité de ces clans étaient le résultat direct de leur adaptation et de leur spécialisation. Tandis que le clan Iga maîtrisait l'art de l'évasion et de la résistance, le clan Koga excellait dans l'infiltration et le sabotage. Ensemble, ils symbolisaient le summum du ninjutsu en tant que pratique stratégique et martiale. Dans le monde des ombres et du ninjutsu, les kunoichi, ou femmes ninja, jouaient un rôle aussi crucial que discret. Ces femmes étaient formées non seulement aux techniques traditionnelles d'espionnage et de combat, mais aussi à des compétences spécifiques qui leur permettaient d'exploiter les stéréotypes et les attentes sociales de l'époque pour infiltrer les milieux les plus protégés. Les kunoichi utilisaient leur capacité d'adaptation pour se déguiser en serviteurs, cuisiniers et même en geisha, figures respectées de la culture japonaise. Ces déguisements leur permettaient d'approcher des cibles dans des environnements intimes, tels que des châteaux et des résidences nobles, souvent sans éveiller les soupçons. Derrière cette apparence innocente, ils ont planifié des attaques, collecté des informations critiques ou encore procédé à des assassinats stratégiques. La flexibilité et la ruse des kunoichi en faisaient des agents indispensables dans les missions où la force brute ne suffisait pas. Ils étaient experts en armes petites et discrètes, telles que des aiguilles empoisonnées et des poignards cachés qui pouvaient être utilisés rapidement et avec une précision mortelle. De plus, leur formation incluait la manipulation psychologique, leur permettant de convaincre ou de distraire des cibles sans avoir recours à la violence. Durant la période Sengoku, de nombreuses missions cruciales assignées aux ninjas dépendaient du travail de la kunoichi. Leur capacité à opérer dans des espaces où les ninjas mâles n'avaient pas d'accès direct en faisait des acteurs fondamentaux dans la stratégie d'espionnage des clans. Même dans un environnement dominé par les hommes, le kunoichi a prouvé que le ninjutsu n'était pas seulement un art de force, mais aussi d'intelligence et de polyvalence. Le rôle de kunoichi illustre l'étendue et l'adaptabilité du ninjutsu, qui reconnaît et utilise les talents uniques de chaque agent. Grâce à ces compétences, ils ont repoussé les frontières de l'espionnage ninja, renforçant ainsi l'héritage d'une pratique qui allait au-delà des conventions de guerre traditionnelles. Parmi les nombreuses figures légendaires associées au ninjutsu, Hattori Hanzo est sans aucun doute l'une des plus vénérées. Connu sous le nom de Oni no Hanzo, le démon Hanzo, il personnifiait l'équilibre parfait entre les compétences d'un ninja et le code d'honneur d'un samouraï. Son histoire illustre non seulement les capacités exceptionnelles d'un individu formé au ninjutsu, mais également l'impact que ces compétences pourraient avoir sur l'histoire politique et militaire du Japon féodal. Hattori Hanzo est né dans la province d'Iga, l'un des berceaux du ninjutsu, dans une famille dédiée à l'art du ninja. Dès son plus jeune âge, il est formé aux méthodes d'espionnage, d'infiltration et de combat caractéristiques de sa région. Cependant, Hanzo suivit un chemin unique en s'alliant au shogunat Tokugawa, devenant l'un des principaux stratèges et gardes du corps de Tokugawa Ieyasu, le futur shogun qui allait unifier le Japon. L'un des exploits les plus remarquables de Hattori Hanzo fut l'opération de sauvetage de l'épouse et du fils de Tokugawa, pris en otage pendant les guerres Sengoku. Faisant preuve de compétences exceptionnelles en matière de planification et d'exécution, Hanzo a dirigé une équipe de ninjas pour infiltrer le territoire ennemi et assurer la sécurité de la famille Tokugawa. Cette mission a non seulement renforcé sa réputation, mais a également consolidé la confiance de Tokugawa dans sa loyauté et son efficacité. Hanzo était passé maître dans l'utilisation de la lance, une arme avec laquelle il se distinguait dans les batailles, mais ses contributions allaient bien au-delà du champ de combat.
Il a joué un rôle déterminant dans l'organisation de réseaux d'espionnage qui surveillaient les mouvements des rivaux du clan Tokugawa, garantissant que des informations cruciales étaient collectées et utilisées pour anticiper les attaques ou démanteler les complots. Après l'unification du Japon sous Tokugawa, Hattori Hanzo continue de jouer un rôle stratégique au sein du shogunat. Mais son héritage transcende son époque. À ce jour, on se souvient de lui comme de l'exemple suprême d'un ninja, combinant compétences martiales, intelligence stratégique et loyauté inébranlable. Son nom est devenu synonyme d'excellence, apparaissant dans plusieurs histoires et légendes qui ont contribué à immortaliser les ninjas dans la culture japonaise. Bien que l'on se souvienne souvent des ninjas pour leurs capacités physiques et leurs armes ingénieuses, ce qui les distinguait vraiment était leur philosophie unique. Le ninjutsu n'était pas seulement une pratique de combat, mais un mode de vie alliant stratégie, spiritualité et adaptabilité. Contrairement aux samouraïs, qui suivaient le code strict du Bushido, les ninjas ont développé leur propre vision de l'honneur et du but. Cette approche était guidée par la survie et l'efficacité. Pour les ninjas, le succès d'une mission était plus important que n'importe quelle règle sociale ou convention morale. Cette flexibilité en faisait des agents idéaux pour des tâches que d'autres considéraient comme indignes ou déshonorantes. La formation philosophique des ninjas comprenait des exercices de méditation et de concentration pour renforcer l'esprit contre la peur et le doute. L'une des pratiques les plus connues était le kujikiri, ou coupe des 9 syllabes, un ensemble de gestes manuels symbolisant des éléments naturels tels que le feu, le vent et l'eau. Ces mouvements n'étaient pas seulement des rituels spirituels, mais aussi des outils destinés à renforcer la concentration et la détermination du ninja, notamment en période de danger. Un autre aspect fondamental de la philosophie du ninjutsu était l'idée d'harmonie avec l'environnement. Les ninjas ont appris à observer et à utiliser ce qui les entourait, qu'il s'agisse d'une branche d'arbre pour créer un piège ou d'un courant d'eau pour cacher leurs mouvements. Ce lien profond avec la nature leur a permis d'opérer avec une efficacité presque surnaturelle, transformant les limites en opportunités. La philosophie du ninjutsu met également l'accent sur le pragmatisme. Alors que le Bushido louait la mort honorable, les ninjas considéraient la vie comme une ressource leur permettant de continuer à se battre. Cet état d'esprit pratique est l'une des raisons pour lesquelles ils étaient si efficaces dans les missions d'espionnage et de sabotage. Au fil des siècles, les conditions qui permettaient aux ninjas de s'épanouir ont commencé à changer. La fin de la période Sengoku et la montée du shogunat Tokugawa ont apporté une ère de paix relative au Japon. Sans les guerres constantes entre fiefs, le besoin d'espionnage et de sabotage a considérablement diminué. Pour les ninjas, cela marquait le début de la fin de leur importance sur la scène militaire japonaise. Pendant le shogunat Tokugawa, le gouvernement central a consolidé son pouvoir et a commencé à réprimer activement les activités des clans ninja. La menace qu'ils représentaient, avec leur réseau d'espionnage et leurs compétences meurtrières, était considérée comme un risque pour la stabilité politique. De nombreux clans furent dissous et ceux qui résistèrent furent confrontés à de sévères répressions. Certains ninjas survivants se sont adaptés, devenant gardes ou agents de sécurité des seigneurs féodaux, tandis que d'autres ont disparu dans l'ombre, emportant avec eux leurs traditions. La restauration Meiji à la fin du XIXe siècle a marqué le coup final porté à la classe ninja. Avec la modernisation du Japon, les techniques d'espionnage traditionnelles ont été remplacées par des méthodes plus contemporaines et la pratique du ninjutsu a été reléguée dans le passé. Les anciens clans qui ont survécu ont été confrontés à d'importants défis économiques et sociaux, nombre de leurs membres abandonnant leurs racines ou cachant leur héritage pour éviter la persécution. Cependant, l'héritage ninja n'a pas disparu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement japonais a revisité les tactiques d'espionnage des ninjas, adaptant certaines de leurs pratiques aux opérations militaires modernes. De plus, le ninjutsu a trouvé un nouvel espace dans les arts martiaux contemporains, étant pratiqué et enseigné dans les académies du monde entier comme une discipline alliant histoire, combat et philosophie. Le regain d'intérêt pour les ninjas au XXe siècle, porté par les films, les livres et les jeux vidéo, a ramené leur figure dans l'imaginaire populaire. Ils sont devenus des icônes culturelles, représentant la domination des ombres et le triomphe de l'intelligence sur la force brute. Bien que souvent romancés, les vrais ninjas étaient passés maîtres dans l'art de transformer les inconvénients en avantages, un enseignement qui reste d'actualité aujourd'hui. La fin de l'ère ninja marque le passage d'une pratique fonctionnelle à un héritage culturel.
Ses techniques et sa philosophie continuent d'inspirer des générations, nous rappelant que l'adaptabilité et l'ingéniosité sont aussi importantes que la force dans le jeu de la survie. Les ninjas ont transcendé les pages de l'histoire pour devenir des figures immortelles dans l'imaginaire collectif. Leur capacité à opérer dans l'ombre, alliée à leur ingéniosité et à leur maîtrise de la stratégie, les a élevés à un statut quasi mythique. Bien que leur époque ait pris fin il y a des siècles, l'influence des ninjas reste vivante dans la culture moderne, perpétuée à travers les livres, les films, les jeux vidéo et les arts martiaux. Dans la culture populaire, les ninjas sont souvent décrits comme des guerriers surhumains, capables d'exploits impossibles. Ces personnages, bien que loin de la réalité historique, capturent l'esprit d'adaptation et d'intelligence qui définit le vrai shinobi. Des œuvres cinématographiques, telles que les films d'action japonais du XXe siècle, et des franchises mondiales, telles que Naruto, ont contribué à consolider les ninjas en tant qu'icônes culturelles, attirant une légion de fans fascinés par leurs histoires et leurs capacités. En plus du divertissement, l'héritage des ninjas influence également le monde des arts martiaux. Les écoles contemporaines de ninjutsu, telles que le Bujinkan, maintiennent vivantes de nombreuses techniques traditionnelles, les adaptant aux besoins du monde moderne. Les praticiens du monde entier apprennent non seulement les mouvements physiques, mais aussi les principes philosophiques de concentration, de confiance en soi et de connexion avec l'environnement. Les ninjas sont un exemple de la façon dont l'histoire et la légende peuvent s'entremêler pour créer un impact durable. Ils nous rappellent que, même dans les situations les plus défavorables, l'intelligence, la créativité et la détermination peuvent l'emporter sur la force brute. Son héritage continue d'inspirer non seulement les admirateurs de son histoire, mais aussi ceux qui cherchent à intégrer sa philosophie d'adaptabilité et de résilience dans leur propre vie. Alors que nous clôturons ce voyage à travers le monde du ninjutsu, il devient clair que les ninjas n'étaient pas seulement des guerriers, mais un symbole de la capacité humaine à se réinventer et à surmonter les défis. Son histoire, à la fois réelle et mythologique, restera une source de fascination et d'apprentissage pour les générations à venir. Merci de vous lancer dans ce voyage à travers les ombres. Qu'est-ce que vous admirez le plus chez les ninjas? Partagez vos réflexions et continuez à explorer avec nous les histoires fascinantes du Japon féodal et ses légendes.